La méditation, j'entends souvent dire j'arrive pas à méditer, mais une des premières choses en fait, c'est justement quand vous vous posez et que vous êtes en train de vous dire que vous n'arrivez pas à méditer, c'est justement là que vous commencez la méditation. Pour une personne qui va dire non mais j'ai pas le temps de méditer, bah, c'est justement là que vous avez besoin de méditer en fait. Parce que véritablement, quand vous allez vous poser et que vous allez vous apercevoir que vous avez plein de pensées qui viennent, que vous avez du mal à rester calme, que vous êtes agité, bah vous êtes déjà en train d'observer une chose que vous n'aviez pas l'habitude d'observer en fait. Bienvenue dans cette 4e saison du podcast Secret de Polichinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secret de Polichinelle. Merci à toi pour cette invitation. Ça me fait vraiment super plaisir d'échanger avec toi et puis de partager avec toute ta communauté. Super. Pour la petite histoire, pour les auditeurs, avec Stéphane, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. Donc c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir se retrouver sur des thématiques qui nous sont chères. Aujourd'hui, on va parler notamment de méditation, Oui. d'alignement, de recentrage sur soi. Je sais que toi, c'est un sujet que tu connais bien, que tu pratiques. De mon côté, c'est une pratique que j'ai découverte il y a quelques années, parce que je me rendais compte que j'avais besoin de mieux gérer mes émotions. J'entends souvent des gens qui me disent « Non, mais moi, la méditation, c'est pas possible, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. » Et donc, j'avais envie un petit peu d'en reparler aujourd'hui et de montrer que ça peut être aussi accessible à tous de différentes manières. Donc pour commencer, ce que je propose, Stéphane, c'est que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Qui es-tu ? Alors déjà, je m'appelle Stéphane, nom de famille Clément. Et voilà, bah, je suis un terrien, en tout cas en apparence. Et voilà. Non, bah, pour commencer depuis le début, je pense que c'est important que je parle de ma famille souvent parce que, et même de mes origines, parce que c'est ce qui a conditionné un petit peu ce que je suis aujourd'hui, et ce que je fais, on va dire. Bah, mon père, ouais, il est français, donc moi je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, mon père français, ma mère, par contre, elle vient de l'île de Bali, en Indonésie, et elle est hindouiste, mon père catholique. Quand ma mère est arrivée en France, donc voilà, elle s'est mariée avec mon père et tout, elle a eu des enfants, et elle a toujours voulu qu'on ait une religion. Donc voilà, moi j'ai commencé, j'étais au catéchisme et donc j'étais catholique. Et puis après, c'est autour de l'âge de l'adolescence où j'ai fait mon premier véritable voyage à Bali, en tout cas le voyage qui m'a vraiment marqué parce que j'en avais fait un quand j'avais l'âge de 3 ans, mais je me rappelais pas vraiment. Et c'est vrai qu'avec le catéchisme et tout, moi à un moment donné, je croyais plus en Dieu. Et enfin, en tout cas, je me disais, je crois pas en tout cas au Dieu qui m'est présenté dans la religion, en tout cas dans les livres, au catéchisme, etc. Et puis c'est quand j'étais à Bali, justement, quand j'ai eu 17 ans, que je me suis reconnecté à ma famille déjà, en Indonésie, à Bali. Donc c'est une reconnexion à ses origines, pas seulement les origines, on va dire, la lignée familiale, mais une reconnexion véritablement à moi-même, puisque Bali, il y a vraiment une spiritualité qui est très forte. Donc il y a la religion, c'est l'hindouisme, mais ils ont un petit peu toutes les religions qui sont présentes là-bas. Et dans ma famille, il y a toutes les religions. Voilà, il y a d'autres catholiques, il y a des musulmans, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai eu cette ouverture et cette découverte de moi-même à travers ce voyage. Finalement, cette reconnexion au vrai moi. Et donc,
Voilà, au passage, j'ai 4 autres frères, donc j'ai un grand frère, moi je suis le deuxième, et j'ai 3 plus jeunes frères qui sont triplés. Et c'est vrai que ce voyage, en tout cas, il nous a tous changés, même mes parents aussi, mais en particulier mes frères. Et ça a vraiment conditionné notre vie et ce début sur ce chemin spirituel. Parce que à ce retour de ce voyage à Bali, on a commencé à prier, comme à Bali en fait, comme on faisait dans les temples, etc. Donc on se réunissait généralement le week-end, le dimanche, et on priait tous en famille. Et c'est vrai que peut-être là où toutes mes parents et mes frères avaient fini de prier, entre guillemets, euh, peut-être en 20 minutes, je sais pas, et ben moi je restais pendant un moment dans une forme d'introspection et de contemplation, de découverte de moi-même. Alors je pouvais déjà rester, je sais pas moi, je prenais pas de chronomètre, mais je pense que je pouvais rester 1 heure, voire plus, et Ah j'étais oui. déjà en train, ouais, oui, et je Mm. pouvais déjà, et j'étais en fait en train déjà de méditer, sauf que j'appelais pas ça la méditation, puisque je savais pas ce que c'était que la méditation, on m'avait jamais parlé de ça en fait, parce que ma mère, même si elle venait de Bali, en fait, quand elle arrivait en France, c'est presque comme si elle avait oublié tout ce qu'il y avait là-bas. J'y presque, parce elle nous parlait rapidement de toutes ces choses, mais pas plus que ça. C'est en allant là-bas que vraiment il y a eu cette découverte et de tout le monde de l'invisible et cette connexion au monde de l'invisible. Et c'est vrai que depuis cet âge-là, ça ne m'a plus lâché. En fait, je me suis reconnecté à moi-même. Et donc, cette reconnexion fait qu'à un moment donné, puisque nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, je me suis reconnecté à justement cette partie non physique. Est-ce que tu dirais qu'il y a justement une ambiance particulière à Bali qui s'y prête, en dehors du fait que c'est aussi tes origines, comme tu le disais, parce que souvent, enfin, beaucoup de gens qui vont là-bas sont aussi marqués hein, par cette atmosphère aussi, cette spiritualité. Oui, à Bali, il y a vraiment une énergie spéciale. En fait, au niveau de la Terre, de la planète Terre, il y a des points énergétiques hyper puissants. Et donc, au niveau de Bali, il y a vraiment un portail énergétique fort. Et donc, quand on arrive à Bali, même pour un voyage pas long, il y a toujours des choses qui vont se passer et on reste jamais indifférent. Et donc, il y a généralement une transformation qui s'opère, quoi. Et tu parlais de portail énergétique. Alors pour les plus cartésiens d'entre nous, elle vient d'où? Et de chakra. Elle vient d'où cette classification? Qu'est-ce que c'est que ces chakras? Enfin, tu vois, pour les gens qui ne sont pas du tout là-dedans, ça paraît Alors, un petit peu obscur. alors les chakras, nous-mêmes, on a des chakras. En fait, on a 7 chakras principaux au niveau de notre corps, au niveau du corps énergétique. Donc, il y a le chakra racine en bas de la colonne vertébrale, le chakra du plexus, du chakra sacré, un peu en dessous du nombril, le chakra du plexus solaire au niveau du plexus, le chakra du cœur au niveau du cœur, le chakra de la gorge au niveau de la gorge, le chakra du troisième œil un peu au-dessus des sourcils, un peu au milieu du front, et le chakra coronal au-dessus de notre tête, enfin en tout cas au niveau du sommet de la tête, un petit peu au-dessus. Et en fait, voilà, ça c'est les 7 chakras principaux, et il y en a plus en réalité, hein. Il y en a même une centaine à différents endroits de notre corps. Mais on va dire que ça c'est les 7 chakras principaux. Et en fait, un chakra, on peut dire que c'est par rapport à ce qui est enseigné, c'est une roue énergétique, c'est ce qui permet de faire circuler, on va dire, suivant certains termes, le chi, donc l'énergie vitale, au sein même de notre corps. Et il est important que les chakras euh, soient bien clairs, soient bien nettoyés, pour qu'on soit dans une bonne santé globalement. Mhm. Et en fait, tout être vivant, en fait, tout l'univers entier est de l'énergie. Comme disait Tesla, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc exactement tout est énergie, fréquence et vibration. Et la planète Terre également, évidemment, puisque la Mhm. planète Terre vit. Et d'ailleurs, on appelle la conscience planétaire, c'est Gaïa. Et donc, elle a aussi ses chakras. De la même façon que nous-mêmes, en tant que corps physique, on a voilà, 7 chakras. Et c'est là où parfois les gens voilà, se perdent un peu parce qu'effectivement, dans nos sociétés occidentales, on grandit beaucoup dans la matière et le cérébral. Et comme tu le disais au début, beaucoup de gens ne croient plus forcément en autre chose aussi. On parlait de religion. Ça joue Oui, certainement sur aussi cette différence d'appréhension du monde. oui, je pense que, en fait, je pense que ça dépend aussi des pays.
que nous, on est en France et il y a vraiment ce côté très, comment dire, le côté laïque Oui, qui fait qu'à un moment donné, les gens ont tout jeté, on va dire, le bébé en même temps que l'eau du bain. Et la religion, pour moi, il y a quand même un conditionnement derrière et c'est vraiment une croyance. Pour moi, ça se distingue vraiment de la foi, qui est vraiment différente de ce qu'on pourrait nous enseigner. La foi, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous et qui est indépendant de la religion et de toute forme de conditionnement et de croyance externe et qui est connecté à notre âme. Et je pense que le fait d'avoir quelque part séparé la religion, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais fait que pour beaucoup de personnes, on est passé d'un extrême à l'autre, où oui, on croit en tout et où finalement je crois plus en rien. Pour moi, c'est quand même important finalement de pas oublier que au-delà de parler même de spiritualité, enfin voilà, parce que ce que je disais, c'est quand on a jeté le bébé avec l'eau du bain, il reste quand même la spiritualité et l'amour, on va dire, qui nous lie tous, en fait. Et puis, si on voulait étendre et créer une nouvelle religion, ce serait la religion de l'amour, mais on va enlever ce mot-là, la religion, et, oui. et simplement reconnaître que finalement notre essence, c'est l'amour. Donc pour moi, c'est vraiment le retour à ça, à travers cette spiritualité. Et c'est vrai que si on regarde d'autres pays, par exemple les États-Unis, ils sont très croyants, donc il y a différentes religions, mais voilà, ce qui domine là-bas, c'est quand même la religion chrétienne, beaucoup de protestants notamment, et on remarque quand même qu'ils sont très positifs et qu'ils ont toujours, ils sont toujours dans le rêve d'entreprendre, le rêve de réussir, le rêve après la réussite même, bon, c'est relatif, mais on voit que les films américains sont positifs, etc. Et c'est vrai que en France, ben, il y a quand même ce côté pessimiste et c'est vrai que à travers les différents classements, justement, il y a des classements qui ont été faits, mais je connais pas exactement euh, les références, mais comment les gens se sentent dans différents pays au Oui, niveau s'ils du sont heureux ou bonheur. pas, enfin, comment ils Ouais, ressentent les choses, voilà. ouais. Et Ouais. c'est vrai que la France est toujours dans les derniers. Donc pour moi, ce sentiment de pessimisme, ce sentiment de tristesse, ce sentiment de malheur, pour moi, il vient principalement de là, du fait que on a jeté justement le bébé avec l'eau du bain. Et finalement, même si la religion, encore une fois, il y a une programmation derrière, il reste quand même ce côté spirituel qu'on pourrait tous avoir, puisque spirituel, dans le mot spirituel, il y a le mot spirit, il y a le mot esprit. Et pour moi, évidemment, si on n'est pas simplement un corps physique, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, évidemment, on est une âme, on est un esprit. Et en se reconnectant à ça, on se reconnecte véritablement à nous-mêmes et on se reconnecte au tout. Et à partir de là, la magie va opérer dans notre vie. Je suis Et d'accord. Pour les plus sceptiques, je trouve aussi qu'en fait, on s'est beaucoup déconnecté du vivant. Enfin voilà, on est beaucoup sur des ordinateurs, on est beaucoup dans la matière, on est beaucoup dans le divertissement pour combler des vides. Et on oublie un petit peu qu'on est voilà, un être vivant comme d'autres êtres vivants. Et je trouve qu'un bon moyen, quand on est en tout cas, parce que finalement, on voit bien qu'on est dans une période où beaucoup de gens sont perdus, cherchent du sens dans leur vie. Et que quand on ne sait pas par où commencer, je trouve que déjà, se reconnecter avec la nature, se promener dans la nature, c'est un premier pas pour être en état un peu contemplatif, cet état dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui ont la foi, quelle qu'elle soit, parce que voilà, religion ou pas, enfin effectivement, je suis d'accord avec toi, moi je suis pas très fan du terme religion, eh bien on le voit dans leurs yeux en fait. Enfin, ça se lit dans les yeux, il y a une joie profonde intérieure qui émane, qui souvent étonne pour les gens qui ne sont pas réceptifs, et justement qui interpelle, parce que finalement, cet état-là, il est aussi très agréable. Il est aussi très agréable. oui, mais c'est vrai que marcher dans la nature, bah, il y a des études scientifiques qui montrent que, évidemment, il y a un changement au niveau des ondes cérébrales et les ondes cérébrales, la fréquence qui s'abaisse. Et donc, c'est ce qu'on remarque quand on fait de la méditation également. Il y a un changement au niveau des ondes cérébrales. On passe des ondes cérébrales très actives, les ondes bêta, vers les ondes alpha, où on est dans la relaxation, et après on descend vers les ondes theta, où on est vraiment dans cet état même de somnolence, et on peut avoir accès à tout. Et c'est un état où l'intuition est accrue, on est dans un état de réceptivité accrue et c'est un état aussi associé à l'hypnose.
Effectivement, ça, c'est effectivement assez proche pour les personnes qui ont eu l'occasion de tester l'hypnose, de cet état-là, effectivement. Du coup, ça m'amène à rebondir sur ton parcours, puisqu'on parlait d'ondes et de fréquences et de sons. Mhm. La musique, c'est aussi quelque chose qui est important dans ta famille. Oui, c'est important. C'est vrai que moi-même, je suis pas musicien, mais par contre, je pense que j'ai cette intelligence musicale parce que je le remarque au fur et à mesure des années. Et j'ai notamment trois frères, donc mes plus jeunes frères triplés, qui sont chanteurs, auteurs, compositeurs, réalisateurs musicaux depuis plus de 20 ans. Et moi-même, je les ai suivis en tant que manager bah, pour toute leur carrière. C'est vrai que maintenant, on développe un peu moins leur groupe, mais ils continuent à produire de la musique, notamment pour notre site Gaia Méditation. Donc c'est vrai que tout à l'heure, tu me posais la question du parcours. Donc je parlais de l'âge de 17 ans où j'ai commencé à méditer, mais j'appelais pas ça la méditation. Mais c'est en 2010 où j'ai un moment où j'étais un peu plus... ma vie était un peu plus down, on va dire, un peu plus tirée vers le bas. Et je me suis vraiment remis en question un soir. Et je me suis dit vraiment que la colère ou la frustration que je pouvais avoir, elle venait vraiment de l'intérieur de moi. Ça venait pas de l'extérieur en fait, parce que c'est toujours une question de perception des choses, parce que toute chose est neutre. Et bah, si j'avais cette perception-là, c'est qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi qui faisaient que je voyais les choses de cette façon-là. Donc finalement, je me suis dit, je vais faire comme je faisais plus jeune. J'avais laissé un peu plus ça de côté. Et je me suis dit, je vais me regarder à l'intérieur. Je vais faire cette pratique de l'introspection et je vais appeler ça la méditation. Et je vais m'engager à méditer chaque jour. Donc je médite donc chaque jour depuis 2010 et même plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que c'est là en 2014 où je ressens vraiment cet appel fort à créer une plateforme pour l'éveil des consciences, une plateforme où on partage finalement tout un tas de ressources pour inciter, pour motiver les gens à méditer. Et donc ces ressources, c'est des méditations guidées ou c'est simplement des musiques avec des fréquences spéciales. On a tout un tas d'autres outils pour la reprogrammation du subconscient, des exercices respiratoires. On fait aussi des interviews voilà, on va dire de personnalités, d'acteurs du changement, des interviews qui vont permettre bah, l'éveil, en tout cas de se poser des questions. Et donc, bah voilà, toutes les musiques qu'on propose, et tout ce qu'on propose en général, c'est fait par nous-mêmes, mais notamment les musiques, c'est fait elles sont produites par mes trois frères. Et c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, l'univers, euh, tout est fait d'énergie, de fréquence et de vibration. Et c'est vrai qu'à travers la musique, c'est vraiment un moyen puissant bah, de se reconnecter profondément à soi et finalement de toucher au divin en nous. On pourrait dire que même la vibration primordiale, c'est le Om. Donc, c'est vrai que dans les Védas, dans les livres anciens hindouistes, enfin dans la religion hindouiste, Oui. voilà, il est dit que le son originel, c'est le son Om. Et les yogis le connaissent bien, je pense. Et oui, Ouais. parce que le son Om a beaucoup de vertus, en fait. Donc, on peut, on va dire, chanter le son Om bah, en répétant ce son comme un mantra. Évidemment, ça va nous calmer, ça va baisser notre rythme cardiaque, ça va permettre de quelque part clarifier les voies aériennes, activer le troisième œil, voilà, tout un tas de choses. Finalement, pour moi, de réciter le son Om comme un mantra, ça permet de nous reconnecter à la vibration originelle. Le terme divin, je pense, fait peur aussi. Le terme divin, tout de suite, les gens se disent, ça y est, on est en train de me parler de Dieu, de religion, je pars en courant. Mais quand même, enfin, alors je sais pas ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de répondre à ça. Ben, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que on peut employer le mot qu'on veut. Quoi qu'il arrive, il y a une intelligence de vie derrière tout, puisque l'univers est ordonné. Nous-mêmes, on est fait au nombre d'or. Si vous observez la nature partout autour de vous, rien n'est fait au hasard. Il y a une intelligence derrière. Mm. Et les scientifiques qui étudient tout cela, qui étudient, on va dire, qui font des expériences, vont observer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas forcément compréhensible, mais qu'il y a une organisation.
Mhm. Donc, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça l'univers, Mhm. on peut appeler ça le créateur, peu importe le terme qu'on emploie. Mais c'est à ce niveau-là qu'on peut, quelque part, faire le pont entre la science et la spiritualité. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est Pascal qui disait peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Donc vraiment, les scientifiques de pointe, Einstein, enfin tous les grands Mhm. scientifiques vont parler de Dieu, hein. Ouais. Même jusqu'à Descartes lui-même, où certaines personnes diraient moi je suis cartésien, donc en référence à Descartes, mais lui-même Descartes croyait en Dieu, hein. Donc il suffit simplement d'observer la nature et de s'observer soi-même en profondeur, et vous allez ressentir que vous êtes beaucoup plus qu'un corps physique. D'ailleurs, la science elle-même dit que nous sommes à 99,999% du vide. Donc il faut Ouais. imaginer que tout ce qu'on voit, en réalité, c'est du vide. Ce qu'on voit avec nos yeux, c'est une illusion par rapport à ce que nous sommes. Et ce vide, en réalité, c'est de l'énergie. On en revient à là. À travers la méditation, quand on va se connecter vraiment en profondeur, on va toucher à ça. Et donc, on va toucher à sa nature profonde. Et si nous sommes de l'énergie, est-ce que nous sommes juste de l'énergie ici, ou est-ce que nous sommes partout? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce que nous avons une naissance et est-ce que nous mourrons? Évidemment, l'énergie ne naît pas et ne meurt pas. L'énergie est. Et donc, nous sommes éternels en réalité. Ouais, la matière disparaît peut-être ou se transforme, mais voilà, il y a autre chose. Et c'est vrai que pour moi, ce que j'aime à dire aussi pour les personnes qui sont plus sceptiques, en termes d'énergie, tout simplement, un exemple où là, un esprit cartésien n'aura pas d'explication, les coupeurs de feu, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on ne peut pas vraiment expliquer finalement, si ce n'est par des histoires d'énergie, mais en tout cas, la science en tant que telle n'a pas de réponse à ça, n'a pas de et fait appel maintenant aussi à ces gens-là. Et puis quand on a, enfin voilà, si on a l'occasion d'aller voir, enfin on le sent, il y a certaines personnes qui ont une énergie particulière, alors peut-être parce qu'ils la travaillent, peut-être parce qu'ils ont un don, peu importe. En tout cas, c'est des choses qu'on peut expérimenter et effectivement, et alors ça aussi, c'est vrai que par rapport à la vision de la vie, ça change les choses quand on se dit que ça ne s'arrête pas à la mort, en tout cas ce qu'on appelle la mort, à la transformation du corps en poussière, quoi. Voilà, parce que c'est aussi ça. Et là, c'est vrai que je constate souvent beaucoup de désarroi dans les deuils, et j'imagine qu'à Bali, la notion de mort est sans doute différente. Je ne sais pas si tu as des choses à nous dire là-dessus. Euh, à Bali, bah, il y a la crémation. C'est vrai que ils n'ont pas la même vision. Et c'est vrai que de toute façon, dans tous les pays, il n'y a pas la même perception de la mort. Et il y a des gens qui vont être évidemment plus tristes, même en France, d'autres moins. Ça dépend de la relation qu'on a avec la personne qui est décédée, évidemment. Aussi. Mais après, suivant les religions aussi, il y a une approche différente. Et puis après, suivant qu'on soit spirituel ou non, il va y avoir aussi une perception différente des choses. Alors moi je suis ni catholique ni hindouiste au final, hein. Mhm. Si je devais me définir, ce serait spirituel. Après, même spirituel, c'est un mot, et donc c'est vrai que les mots vont enfermer. Donc au final, si on me demande ce que je suis, ben je suis ce que je suis, tout court. Donc oui, à Bali, moi je sais que dans ma famille, il y a eu toutes ces dernières années, pas mal de personnes qui sont décédées, et à chaque fois quand j'observe leur façon d'appréhender cette mort, il y a vraiment quelque chose qui est incroyable en tout cas, où ils vont relativiser les choses. Pourquoi justement? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas juste cette existence terrestre, mais il y a au-delà. Et pour étendre les choses, pour voir les choses de façon plus globale, en réalité, ici, nous sommes dans un niveau d'observation de notre être. C'est-à-dire que nous observons les choses au niveau du physique. Mais encore une fois, nous sommes bien plus qu'un corps physique, on l'a dit tout à l'heure, 99,999% de l'énergie. Donc, tout dépend du niveau de l'observateur. Et ce niveau d'observation dépend donc de notre perception, mais aussi de notre conditionnement, de nos croyances, de nos programmes internes, de nos émotions, de nos blessures, de nos mémoires. C'est ce qui va faire qu'on va voir les choses d'une certaine façon. Donc on peut voir les choses de façon plus ou moins étriquée ou plus ou moins large. Je pense qu'on fait tous, enfin voilà, on est sursollicité de nos jours, on reçoit 1500 à 2000 messages publicitaires par jour. On sent bien quand on a passé une journée en open space, dans les transports, à regarder des écrans, on est fatigué, voire on n'arrive plus à réfléchir, et on en devient nerveux et agressif même. Et que finalement, on a besoin de se retrouver face à soi-même pour fonctionner correctement aussi, tout simplement. Et tu parlais tout à l'heure finalement des biais cognitifs. Je trouve que ce qui est intéressant d'aller voir aussi
pour commencer à toucher du doigt toutes ces espèces d'illusions, de réflexes, c'est d'aller voir ces biais cognitifs qu'on a tous finalement quand on raisonne, quand on a des affirmations. Et là-dessus, le domaine des neurosciences est passionnant. Pour quelqu'un qui a envie finalement de s'essayer à la méditation et qui se dit non, mais c'est trop compliqué. Donc on a parlé de contemplation, il y a plein de manières de faire, de contemplation de la nature, ça peut être des marches méditatives. J'avais envie de parler du fameux cycle des 21 jours. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, quelque chose qui peut paraître inconfortable ou inhabituel va finalement devenir une habitude. C'est vrai qu'on parle souvent de 21 jours, mais en réalité, pour créer des connexions neuronales, il faut vraiment 40 à 50 jours. Donc vraiment, 21 jours, c'est le commencement, et moi je dirais que 40 à 50 jours, c'est la continuité, mais c'est pas la fin. Mm-hmm. Moi je dirais que quand on souhaite un changement profond dans notre vie, c'est pas en claquant des doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'inertie liée à, comme tu l'as dit, on en a parlé tout à l'heure, d'un conditionnement. Et c'est là qu'on touche au subconscient. Et le subconscient, on pourrait dire que c'est notre disque dur interne qui va comprendre toute notre programmation depuis notre enfance. Et donc, il va déterminer à 95% notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Tout ce qu'on va ressentir, en fait, à l'instant T est lié à toute cette programmation. Donc quelque part, on peut se poser la question de est-ce qu'on est libre? Sommes-nous véritablement libres? Est-ce qu'à un moment donné, quand je vais faire un choix, est-ce que c'est un choix véritablement en accord avec mon cœur ou avec mon âme? Ou est-ce que c'est un choix qui est conditionné justement par tout un tas de choses, notre éducation, éventuellement la religion, la société, l'école? Est-ce que c'est un choix qui est conditionné par tout ça? La réponse est oui. La méditation va nous permettre finalement de reconnaître premièrement que nous sommes dans une forme de prison mentale et dans un conditionnement, et que à partir du moment où on reconnaît ça, et ben finalement c'est là qu'on va pouvoir commencer à sortir de la prison. Mais tant qu'on n'a pas reconnu qu'il y avait une prison, on va se croire libre alors qu'on l'est pas. On peut parler à beaucoup de personnes, je pense que on demande à plein de personnes est-ce que vous êtes libre? Ah oui, moi je suis libre. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, j'ai parlé à quelqu'un, il me disait moi j'ai mon libre arbitre. Et puis après, quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'on a tous un conditionnement et on a tous un costume et on va tous finalement se présenter à travers ce costume. On Mm-hmm. pourrait appeler l'ego en fait. Et c'est ce qui va créer notre personnalité, tout ce conditionnement. Mais du coup, à travers la méditation, on va s'apercevoir de tous ces programmes, de tous ces conditionnements, finalement, de tous ces filtres qui vont faire qu'on a une perception spécifique, relative par rapport à nous-mêmes de la réalité dans laquelle nous vivons. Et finalement, on va aller au-delà de tous ces filtres, au-delà de tous ces programmes, et finalement toucher à notre essence et se reconnecter à ce qu'on est. Et finalement, quelqu'un qui commence, tu vois, qui part de zéro finalement là-dessus, entre guillemets, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Parce que finalement, s'asseoir tout seul dans le silence, c'est pas forcément évident pour quand on débute, quand on ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est intéressant peut-être d'aller le faire en groupe via des programmes, je sais pas, de méditation de pleine conscience, ou en allant chercher des méditations guidées, mais alors peut-être pas n'importe où non plus. On trouve des choses, notamment sur ta chaîne, pour commencer quelque part. Oui, la chose, on va dire, facile, c'est Internet. On est chez soi, un ordinateur, un téléphone. Vous allez justement sur Gaia Méditation. On a tout sur la chaîne YouTube Gaia Méditation. Tout est gratuit. On a des méditations guidées et la particularité, c'est que il y a des fréquences spéciales. Bon, il y a des fréquences d'accordage, 432 Hz notamment. C'est une fréquence qui est en accord avec le nombre d'or. Donc ça va permettre finalement un alignement avec la nature. Mais vous pouvez avoir pas mal de pensées qui viennent. Et c'est dans ces moments-là d'ailleurs que on peut naturellement reprogrammer notre subconscient, en fait, en se répétant des affirmations, par exemple, etc. Et si vous méditez en pleine journée, vous pouvez utiliser notamment justement ces musiques avec les battements binauraux qui vont induire un état cérébral θ. Donc, à travers l'écoute de ce genre de musique, votre cerveau, il va quelque part être entraîné vers cet état cérébral. Et vous allez rentrer plus facilement dans un état méditatif profond, justement. Et voilà l'avantage d'écouter ce genre de musique. Même si vous n'avez jamais médité, vous allez pouvoir accéder à cet état, on va dire, plus facilement, en douceur et plus rapidement. Évidemment, ce que je recommande, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de pratiquer régulièrement pour quelque part faire en sorte que notre cerveau il s'habitue à rentrer dans cet état de façon naturelle et que même après, sans écouter la musique, on rentre plus facilement et plus naturellement dans cet état.
Mm. Et à travers la méditation, pour moi, c'est vraiment ce chemin-là, finalement. C'est le chemin de la découverte de soi-même à travers cette sortie de la prison et finalement, euh, le retour à la liberté. Comme Voilà. tu disais, on n'en a pas forcément conscience, donc après l'intérêt c'est pour, enfin quand on est un petit peu curieux, c'est au moins de l'expérimenter et de se donner le temps de l'expérimenter pour que ça ait vraiment un effet, parce qu'effectivement, comme quand on apprend une langue ou un instrument de musique, bah, ça se fait pas tout de suite en fait. Il faut quand même une forme de répétition entre guillemets, de régularité en tout cas, Oui, pour que ça puisse avoir un effet aussi. Mm. exactement. C'est comme tout, hein. On va Oui, apprendre d'un instrument et bah, il faut oui, répéter régulièrement. c'est ça. Il faut qu'il y ait les nouvelles connexions neuronales pour créer les nouvelles habitudes, en fait. Voilà, il y a des études scientifiques hein, qui le montrent, hein, que en fait, quand on a des nouvelles habitudes qui se créent, il y a des déconnexions au niveau de certains neurones et de nouvelles connexions neuronales qui se créent. Mais C'est pour vrai. ça, évidemment, il faut un certain temps. Donc, il faut quand même être déterminé. Mais Oui, à quel point vous êtes déterminé, c'est vraiment ça la question. Parce ouais. que souvent, quand on pose les questions à une personne, est-ce que vous voulez changer? Ah oui, moi je veux changer. Il y a toutes les mains qui se lèvent, mais oui, mais il va falloir faire ça. Ah bah du coup, il y a moins de mains levées, C'est du vrai. coup. Parce que oui, il faut être déterminé. Mais je pense que des fois dans la vie, ben, ça peut arriver, et ça arrive à beaucoup de gens, qu'il faille attendre d'être face à un mur pour s'apercevoir que bah, c'est le moment de changer, quoi. Mais je pense que justement la puissance de la méditation, c'est que finalement, on est dans une plus grande conscience et on va pas attendre d'être face au mur pour pouvoir orienter notre vie vers un futur plus avantageux pour nous. C'est vrai, ça donne des prises de conscience qu'on n'aurait pas forcément autrement quand on est la tête dans le guidon. Et Exactement. c'est la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique en fait. Enfin, que rien n'est figé. Parfois, j'entends des gens me dire, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ça m'a jamais parlé ce genre de choses. C'est vrai que bah, on fait l'expérience que en fait, si, on a le choix en fait. Et ce qu'on croit être comme ça, ben, c'est un peu une illusion, comme tu dis. Résultat de formatage. Je pense que quand on a fait l'expérience aussi de partir à l'étranger. Enfin, j'encourage toujours beaucoup les jeunes qui en ont envie à aller voir ailleurs comment ça se passe, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a des façons de voir différemment le monde. Puis après, c'est bien d'avoir le temps de s'en imprégner aussi, de pas être juste de passage furtif. On en retire forcément des choses et on se rend compte que, ah oui, en fait, les choses, la manière de faire en France qu'on a toujours connue, ben, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire en fait aussi, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand on est tout le temps dans le même quotidien avec les mêmes personnes, c'est beaucoup plus compliqué de s'en extraire. Bah, surtout, c'est que voilà, plus on voyage, on rencontre d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et là, on se pose vraiment la question de pourquoi nous on vit de cette façon-là, pourquoi on pense de cette façon-là, pourquoi on se comporte de cette façon-là. Parce que tu prends la même personne, toi ou moi, si on était né dans la jungle en Amazonie, ou si on était né en Sibérie, ou si on était né en Indonésie ou au Groenland, bah, on n'aurait pas du tout la même vie, on penserait pas de la même façon, on n'aurait pas du tout la même façon de voir la vie en C'est général. vrai. Et puis, ce que je dis toujours, c'est véritablement que chacun vit dans sa propre réalité et que ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre personne. Mais ça ne veut pas dire que il y a une personne qui a plus raison qu'une autre. C'est simplement des angles de vue différents. La méditation, j'entends souvent dire, j'arrive pas à méditer, mais une des premières choses en fait, c'est justement quand vous vous posez et que vous êtes en train de vous dire que vous n'arrivez pas à méditer, c'est justement là que vous commencez la méditation. Pour une personne qui va dire non mais j'ai pas le temps de méditer, bah, c'est justement là que vous avez besoin de méditer en fait. Parce que véritablement, quand vous allez vous poser et que vous allez vous apercevoir que vous avez plein de pensées qui viennent, que vous avez du mal à rester calme, que vous êtes agité, bah, vous êtes déjà en train d'observer une chose que vous n'aviez pas l'habitude d'observer en fait. Et plus vous allez rester finalement dans cette observation, et plus au fur et à mesure ça va s'estomper. Pour moi, c'est véritablement observer cette part de nous-mêmes, cette part inconsciente qui est constamment en train de se jouer dans l'arrière-salle et qui fait qu'à un moment donné, on va jamais avoir l'esprit clair. Mais si on laisse le temps et on alloue ce temps à laisser ces pensées exister, bah finalement, au bout d'un moment, ces pensées, elles vont passer et il va rester le calme et il va rester la clarté. Mais évidemment, on ne va pas forcément arriver à ça tout de suite. Il faut un certain temps. Mais plus on pratique, et plus on va avoir la clarté rapidement, et plus on va avoir le calme rapidement, et plus la méditation, ça va devenir un amusement, quoi, quelque part. Et C'est on ça. va orienter les choses telles qu'on le souhaite pour divers objectifs.
Comme quand on apprend un instrument de musique et qu'à un moment, il y a des passages ingrats et puis tout d'un coup, ça devient fluide et c'est agréable et ça devient naturel. Ben, c'est pareil, je trouve, comme pour tout, quoi, comme pour tout finalement. Exactement. Faut accepter de passer cette période qui peut être d'inconfort au début pour aller vers autre chose. Et c'est ça qui est chouette, c'est que oui, on peut toujours modifier, comme tu dis, ces programmes. Et je trouve que tout le domaine des neurosciences pour ça est passionnant. Je remettrai en description comment te trouver, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu le plus simple sur YouTube, Instagram, site web, si on veut en savoir plus? Oui. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, hein, j'en parlais tout à l'heure de Gaia Méditation. Donc, on a un site internet, c'est gaiaméditation.com. Il y a le site en anglais et le site en français, donc gaiaméditation.com/fr, où vous avez sur le site directement les drapeaux. Voilà, vous choisissez pardon, le drapeau français, hein, en haut à droite du site. Sinon, on est présent sur tous les réseaux sociaux. YouTube Gaia Méditation, Instagram, on partage tout un tas de pensées positives, tout un tas de choses, on va dire, la motivation, pour l'inspiration au quotidien. Voilà, ça c'est mon frère Vincent en particulier qui se charge de tout ça. On est présent voilà, sur Telegram, TikTok, et vous Super. pouvez trouver de l'inspiration partout, des ressources, des outils pour vous permettre finalement de vous reconnecter un peu plus au véritable vous et finalement de dévoiler, de révéler votre plein potentiel et vivre une vie un peu plus euh, dans la sérénité, dans la confiance, Ouais. et de comprendre finalement que nous sommes tous des êtres créateurs et que vous n'êtes pas obligé de subir votre vie, mais que vous pouvez la créer et que vous la créez à chaque instant, même si vous pensez que vous ne la créez pas. Exactement. C'est un peu aussi l'idée derrière ce podcast, c'est de comprendre qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa vie et qu'on peut être acteur, ouais, complètement, et créateur, comme tu le dis très bien. Parfait. Merci Stéphane. Et merci à toi, Laetitia. Et suivez votre joie. À chaque fois que vous posez une question, vous demandez comment orienter votre vie, posez-vous la question de la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie, en fait? Vous êtes vraiment à ce niveau-là, à ce moment-là, en train d'interroger finalement votre cœur. Et puis, les réponses vont arriver au fur et à mesure, hein, à travers différents moyens. Les messages sont partout, les synchronicités, les signes sont partout. Donc, suivez votre joie, véritablement, le plus possible. Donc, je Super. souhaite beaucoup d'amour à tout le monde, avec un grand A, évidemment. Merci Stéphane, ce sera le mot de la fin. Suivez votre joie. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polichinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretpolichinelle@gmail.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt!